Paris, 15e arrondissement, 8 heures du matin. Sans la tournée quotidienne des éboueurs à travers les rues de la ville, la capitale étoufferait vite sous les ordures. Chaque habitant produit près d'1 kilo de déchets par jour. La Grande Couronne génère ainsi 2 millions de tonnes de déchets par an. « 90% de cette montagne géante d'ordures termine dans une usine d'incinération. Les déchets de la ville sont incinérés à plus de 1000 degrés. Les flammes font ainsi disparaître en apparence les résidus de notre consommation quotidienne. En apparence seulement, car les fumées de combustion renferment des poussières qui sont récupérées par filtrage. Celles-ci contiennent de fortes concentrations de métaux lourds comme le cadmium, le plomb, le zinc et le cuivre. Ces déchets dangereux situés en bout de chaîne de traitement sont appelés déchets ultimes. S'ils sont rejetés dans l'environnement, ils peuvent par le biais de l'eau, de l'air et de la nourriture s'introduire dans le corps humain et causer de graves dommages à la santé. Et c'est ce qui arrive du fait de notre négligence. En de nombreux lieux, la pollution est insidieuse et passe le plus souvent inaperçue. Notre enquête porte sur les problèmes actuels et sur d'éventuelles solutions. La première étape de notre voyage nous conduit à Poritz, une petite commune de Saxe dans l'est de l'Allemagne. C'est ici que se trouvait le siège de SDR Biotech, une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets ultimes. Les usines d'incinération et autres producteurs de déchets y déposaient leurs résidus dangereux. SDR promettait de les rendre inoffensifs grâce à l'ajout d'additifs censés fixer les substances toxiques. On avait ainsi trouvé une solution pour se débarrasser à moindre coût de substances hautement polluantes, et cela convenait à tout le monde, ou presque. Une poignée d'habitants de la région refusaient de croire à cette belle histoire de métamorphose magique. Nous nous sommes très vite rendus compte que la gestion des déchets était opaque. Alors je suis allé à Poritz et effectivement, j'ai découvert que cette usine était implantée de part et d'autre d'un verger. J'ai vu entre 50 et 80 camions-citernes chargés de poussière de filtrage et de cendres de chaudière, siglés parfois avec une tête de mort à l'arrière, entrer dans l'usine. Ils provenaient de l'industrie métallurgique. La couche de poussière dans la cour faisait parfois 5 cm d'épaisseur, comme on le voit sur mes clichés. Les camions qui venaient d'Italie, de Suisse, mais surtout des Länder de l'ex-Allemagne de l'Est, circulaient dans la boue. Alors forcément, ma curiosité a été piquée au vif. Comment était-il possible de traiter des déchets sensibles ainsi, au beau milieu d'un verger? Pendant longtemps, les riverains ne s'inquiètent guère de la poussière grise qui se répand dans la nature, en raison notamment de l'absence d'un laveur de roues pour décontaminer les camions. Le mélange contient entre autres les dangereuses poussières de filtrage. Nous rendons visite à Hermann Kruse, l'un des rares spécialistes en toxicologie environnementale. On trouve dans ces poussières une grande quantité de métaux lourds et de résidus organiques fortement concentrés qu'il ne faut en aucun cas rejeter dans l'environnement. J'ai une image en tête. Des enfants couraient avec leur cartable d'écolier sur le dos. Ils venaient probablement de l'école de la commune voisine. Ils couraient dans une boue grise, une boue de la même couleur que celle de l'enceinte de l'usine de traitement que j'avais prise en photo. Je me suis dit, ce n'est pas de la terre normale. Vous savez, un agriculteur s'y connaît pour ça. Ce n'est pas de la terre végétale qui se trouve sur le bas-côté de la route. Avec les membres d'une association de riverains, Dietmar Miet fait réaliser des analyses environnementales dans le voisinage de l'usine de traitement.
Nous avons reçu les résultats d'analyse peu de temps après. Ils ont révélé des concentrations exorbitantes de plomb, notamment sur le bas-côté de la route. Une fois ces résultats connus, les autorités administratives de Saxe du Nord, compétentes en la matière, font elles aussi effectuer des analyses qui confirment celles de l'association de riverains. Autour de l'usine, on trouve des taux de plomb jusqu'à 4 fois supérieurs à la norme autorisée, de même que de grandes concentrations de cadmium. Le cadmium, quand il est présent dans l'air et inhalé, est un agent cancérigène. La toxicologie et la médecine du travail ont démontré que le cadmium inhalé sous forme d'oxyde peut provoquer par exemple des tumeurs pulmonaires, et ce, même à des concentrations extrêmement faibles. Il n'y a pas de valeur seuil. La substance peut provoquer une tumeur même à une concentration très basse. Malgré les résultats d'analyse alarmants, l'usine continue de fonctionner pendant encore 2 ans. Ce n'est qu'en avril 2011 qu'elle fermera ses portes. Début 2013, le parquet de Leipzig engage des poursuites contre les 2 directeurs de SDR pour exploitation illégale et délibérée d'une installation avec circonstances aggravantes. On leur reproche de ne pas avoir stabilisé les déchets dangereux et d'avoir fait de fausses déclarations pour obtenir qu'ils soient stockés à moindre coût dans des décharges inadaptées. Arguant qu'ils étaient encore contaminés, certaines décharges ont néanmoins refusé de les stocker. Les dirigeants de SDR ont choisi de ne pas répondre publiquement à ces accusations. L'association de riverains a pu mettre au jour ce scandale environnemental grâce au soutien d'une importante organisation de défense de la nature. Thomas Fischer suit cette affaire depuis plusieurs années. L'affaire SDR Biotech n'a pu exister que parce qu'il y a eu des erreurs commises de toutes parts, à commencer par celles des exploitants de l'entreprise elle-même. Selon les estimations de notre organisation, leur technologie n'a jamais vraiment fonctionné. Cela a fini par se savoir parce que de nombreuses décharges qui avaient reçu les déchets soi-disant inoffensifs ont eu des problèmes considérables. Le matériel n'était pas sûr. Les pouvoirs publics ont également été coupables de négligence et de fautes considérables lors du contrôle de l'installation. On a probablement prêté trop d'attention aux recettes générées par la taxe professionnelle et pas assez, en revanche, aux activités réelles de l'entreprise. Selon l'organisation allemande Deutsche Umwelthilfe, plus d'1 million de tonnes de déchets dangereux chargés en mercure, plomb, cadmium, arsenic et dioxine ont été entreposés dans des décharges inadaptées. Nul ne sait si et quand ils se disperseront dans l'environnement et contamineront la nappe phréatique. La question du traitement actuel des poussières de filtrage reste elle aussi ouverte. Ce n'est pas parce que l'entreprise SDR Biotech, qui était l'un des plus gros gestionnaires de déchets dangereux d'Allemagne, n'est plus en activité que les déchets dangereux ont disparu. On continue d'en produire. Les usines d'incinération sont en surcapacité. La production de déchets dangereux ne cesse d'augmenter. Et on a forcément confié leur traitement à d'autres entreprises qui, elles aussi, proposent une immobilisation ou une stabilisation des substances dangereuses. Mais les problèmes liés au stockage en surface de ces substances, qui restent dangereuses même après coup, ne sont toujours pas résolus. Les problèmes de stockage en surface des déchets dangereux nous conduisent à Schönberg. C'est ici que se trouve le plus grand site de stockage en surface de déchets ultimes d'Europe. Son histoire commence en 1979, à l'époque du rideau de fer. La RDA construit une décharge en zone interdite, tout près de la frontière avec la RFA. Non pas pour stocker ses propres déchets. Il s'agit là d'amasser des devises en stockant ceux de toute l'Europe. La décharge est-allemande accueille des ordures ménagères, mais aussi de grandes quantités de déchets dangereux. Après la chute du mur, le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale rachète la décharge et la rebaptise Ihlenberg. 2 entités coexistent aujourd'hui. Une décharge désaffectée, contaminée par les résidus toxiques de l'époque est-allemande, et un site de stockage actif, spécialisé dans les déchets dangereux. 2 hommes qui habitent aux abords du site de stockage cherchent depuis plusieurs années à identifier les risques engendrés par les déchets qui y sont déposés.
Schönberg est l'incarnation depuis les années 80 de la gestion irresponsable des déchets dangereux. En 2008, une étude menée par l'université de Greifswald livrait des résultats alarmants. Cette étude recensait tous les employés qui travaillaient ou avaient travaillé là-bas un jour, c'est-à-dire aussi bien les actifs que les anciens employés et les retraités. L'objet de l'étude portait sur la prévalence des cancers chez ces personnes. L'université s'est lancée dans un travail de recherche colossal, avec à la clé une base de données comme il y en a rarement eu. Ça a donc été une étude d'une grande ampleur. Les données ont été remarquablement bien recoupées et les résultats de l'étude sont par conséquent extrêmement fiables. On a donc regardé la prévalence des cancers chez ces employés que l'on a comparée à celle de l'ensemble de la population de la région. Et on a constaté qu'ils avaient un risque augmenté de 80% de développer un cancer. Sans ces deux hommes, ces chiffres n'auraient jamais été connus. Ils ont retrouvé les employés malades et demandé publiquement qu'une étude soit menée. À l'époque, il a été décidé de reconduire cette étude tous les 2 ans. Cela a été fait une fois. 2 ans plus tard, aucun nouveau cas de cancer n'était apparu. Mais quand on sait qu'un cancer se développe 20 ans, voire 30 ans après, ce résultat n'a absolument aucune pertinence. Après ce suivi, effectué 2 ans plus tard, il a été convenu que l'étude serait reconduite. C'est absolument impératif. Une prévalence élevée de cancer parmi les cadres et les ouvriers du site n'est pas en soi une preuve directe que c'est le travail sur la décharge qui les a rendus malades. En revanche, c'est un indice à prendre très au sérieux. Mais alors, pourquoi l'étude n'a-t-elle finalement pas été reconduite ? Je comprends parfaitement l'intérêt scientifique d'une telle étude. Mais j'aimerais toutefois souligner que je suis le gérant d'une SARL dont l'objectif est de réaliser des profits, afin notamment d'avoir les moyens financiers suffisants pour assurer le suivi du site. Vous comprendrez que ce n'est pas mon rôle de dire « Utilisons l'argent que nous gagnons grâce à l'exploitation du site pour effectuer des études sur la prévalence des cancers dans le Mecklembourg du Nord-Ouest ». L'entreprise a beau être publique, l'ordre des priorités semble clairement établi. Le suivi du site passe avant la réalisation d'études sur la prévalence des cancers. Mais ces deux programmes ne sont-ils pas tout aussi importants et urgents l'un que l'autre ? Ce qui est sûr, c'est que le suivi de l'ancienne décharge, construite du temps de la RDA, pose problème. Le problème, c'est qu'au nord de l'ancienne décharge et au nord également de la nationale 104 qui passe tout à côté de notre site, la nappe phréatique est contaminée. Or, cette contamination semble être induite par la décharge. L'association de riverains pointe cette pollution du doigt depuis de nombreuses années. C'est en 1996 que l'on découvre la contamination de la nappe phréatique. Comment précisément a-t-elle été contaminée ? La question reste encore aujourd'hui sans réponse. Nous nous trouvons actuellement au nord de la décharge, qui est juste derrière nous. Nous sommes en dehors de son périmètre, pas très loin de Dassault. C'est à Dassault que se trouve la station régionale de distribution d'eau, car toutes les stations qui avoisinaient la décharge ont fermé leurs portes. C'est le cas à Schönberg et à Selmsdorf. Sur le point de mesure que l'on voit ici, le 360, on a constaté en 1996 une importante contamination par des substances cancérigènes comme le chlorure de vinyle. Voici la valeur seuil, exprimée en microgrammes, du chlorobenzène. C'est une substance extrêmement cancérigène et dangereuse pour la nappe phréatique. Si maintenant je déroule les résultats, on s'aperçoit combien la valeur effective mesurée est élevée et dans quelle proportion elle dépasse la valeur seuil. De la part du plus grand site de stockage pour déchets dangereux d'Europe, je trouve ça d'une négligence inouïe.
On aurait dû remédier à cette pollution depuis longtemps déjà. Et si aujourd'hui la direction du site affirme qu'il n'y a aucun risque pour l'eau potable, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est en aucun cas à mettre à son crédit. Elle a eu de la chance, voilà tout. Et abandonner la sécurité de ce genre de site à la chance et au hasard est une attitude irresponsable. Car c'est uniquement une question de temps avant que ces substances toxiques ne contaminent l'eau potable. À proximité directe du site de stockage, on pratique l'agriculture. La pollution de la nappe phréatique ne semble pas constituer ici un obstacle à la culture maraîchère. Et d'ailleurs, en quoi la contamination de la nappe phréatique par les substances toxiques de la décharge est-elle problématique? La nappe phréatique est notre bien le plus précieux, avec l'air. Il nous faut à tout prix la préserver parce que c'est à partir de la nappe phréatique que nous produisons notre eau potable. Nous avons donc tout intérêt à avoir des réservoirs d'eau propres. Mais comment les polluants peuvent-ils se disperser hors de l'ancienne décharge et venir souiller la nappe phréatique? La réponse à cette question se trouve dans les origines du site, construit en toute hâte à l'époque de la RDA, sans faire grand cas de la sécurité. Au début, les déchets étaient déversés à même la terre. Or, la sécurisation des déchets implique d'imperméabiliser le fond de la décharge avec des films plastiques appelés géomembranes. À Schönberg, cette couche d'étanchéité fait défaut en de nombreux endroits. Vous faites référence à une époque qui, premièrement, est très éloignée et, deuxièmement, liée à un État qui n'existe plus. Pour autant que je sache, les couches de fondation sont effectivement, en certains endroits, insuffisamment étanches, au vu des critères actuels. Pour un site accueillant des déchets dangereux, cette insuffisance d'étanchéité est un vrai désastre. Rien ne peut empêcher les substances dangereuses de s'écouler de l'ancienne décharge aujourd'hui fermée et de se répandre dans la nature. J'ai bien conscience que c'est un problème majeur. Mais voilà, on ne peut pas remonter le temps. Ce qui est fait est fait. On n'assainit pas un site contaminé avec des paroles, mais seulement en mettant en œuvre une surveillance de la nappe phréatique en bonne et due forme. Une fois qu'on se rend compte qu'il est nécessaire d'agir, il ne faut pas se dérober, mais au contraire aller de l'avant et faire ce qui est raisonnable et requis. On pourrait effectuer des travaux, décider de poser un écran vertical imperméable souterrain. Mais vu l'ampleur des travaux, cela coûterait dans les 400 millions d'euros. Ce serait stupide, disproportionné et non rentable. On ne peut pas faire une telle chose. Notre prochaine étape, à seulement 80 km de là, nous montre pourtant que cette solution est envisageable et peut-être même indispensable. L'ancienne décharge de Georgswerder à Hambourg. Nous y rencontrons celui qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle à maîtriser les risques de ce site contaminé. Pour cette décharge, nous aimons avoir recours à l'image du dragon endormi, ce que les enfants arrivent bien à comprendre. Le dragon est dangereux, mais il dort. Il respire, il crache du gaz, mais il ne peut pas faire de mal tant que nous sécurisons et surtout surveillons le site. L'histoire de la décharge commence après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on se met à déposer des gravats et ordures ménagères dans une prairie située dans le sud de Hambourg. Dans les années 60 et 70, c'est la décharge centrale de la ville. À la fin des années 60, on décide d'y entreposer aussi des déchets dangereux. On creuse à cet effet des bassins que l'on tapisse d'une simple bâche en plastique. On y déverse des produits chimiques organiques hautement toxiques, liquides ou en fût. En 1979, on ferme la décharge et on la comble de terre. En 1983, le scandale éclate. On découvre dans les alentours l'une des substances les plus toxiques que l'homme ait jamais produite, la TCDD, surnommée dioxine de Seveso. Cette découverte conduit à mener la plus grande opération de confinement jamais entreprise d'un site de déchets dangereux. On pose en surface de gigantesques géomembranes. Ainsi,
L'eau de pluie ne peut plus pénétrer dans le corps de la décharge et lessiver les polluants. L'eau polluée déjà présente à l'intérieur, qui percole et risque de contaminer l'extérieur pendant encore plusieurs années, est captée par un système complexe de puits et de drains avant d'être assainie. On ne peut pas espérer que ces polluants se décomposent tout seuls, de façon naturelle. Ce sont ce qu'on appelle des xénobiotiques. Ils ne sont pas présents dans la biosphère naturelle. Ce sont des composés organochlorés comme la dioxine, le chlorobenzène, le chlorophénol ou le chlorure de vinyle. Ils ne sont pratiquement pas dégradés par les microbes. Au contraire, par exemple, de l'huile minérale pure. Autrement dit, ces substances vont demeurer ici telles quelles, probablement sur des périodes géologiques d'au moins plusieurs milliers d'années, ce qui représente une menace pour l'environnement et les hommes. L'entretien et la surveillance du site coûtent entre 600 et 700 000 euros par an. La surveillance revenant à elle seule à 100 000 euros. Or, il va falloir continuer à entretenir le site pendant à peu près une centaine d'années. Avec les mêmes coûts, impossible à dire. D'ici un siècle, la couche d'étanchéité commencera probablement à perdre de son efficacité et il faudra alors décider de la suite à donner. On a d'ores et déjà reconverti une partie de la décharge en site d'énergie renouvelable. Des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et le gaz de la décharge servent à produire de l'électricité et de l'énergie. Une passerelle construite dans le cadre de l'exposition internationale d'architecture Hambourg 2013 permet même à des visiteurs d'accéder au site. Mais si l'ancienne décharge est désormais étanche et valorisée, 200 000 tonnes de substances extrêmement dangereuses sommeillent toujours dans ses entrailles. Le dragon est toujours vivant. Les générations futures devront tuer le dragon pour continuer de filer la métaphore. Cela signifie qu'il faudra démanteler le site, excaver les déchets dangereux, les incinérer à haute température, 1200 degrés, et enfin éliminer définitivement tous les éléments de la décharge. À Hambourg, l'éventualité d'un démantèlement complet a été évoquée dans les années 80, puis écartée, car jugée trop coûteuse. C'est pourtant le seul moyen de faire barrage une fois pour toutes au risque de contamination. Démanteler entièrement un site contaminé, cette idée nous amène à notre prochaine étape, dans un village suisse. À Köliken, on s'est attelé à réaliser ce qui paraissait impossible. Cette gageure, on la doit avant tout à une femme, Herta Schützvogel. À partir de 1979, elle se bat contre la mise en décharge de déchets chimiques dans une carrière de glaise complètement inadaptée, en périphérie de la petite bourgade. Des camions sont arrivés, certains chargés de poussière blanche, d'autres de poussière marron. Un jour, je me tenais en haut avec M. S. du journal local. Un camion de Zurich a débarqué avec des résidus gazeux contenant des thiocyanates. Il y a eu comme un champignon atomique qui s'est élevé dans le ciel. Ça a touché tout le monde ici. Les gens ont eu des maux de tête, des malaises. Cette habitante a dénoncé cette situation dans le courrier des lecteurs du journal et au conseil municipal. Longtemps sans effet. Tant qu'on ne voit rien et qu'on ne sent rien, il ne se passe rien. C'est seulement lorsque les poissons du ruisseau sont morts et que ça a empuanti tout l'air du village que certains habitants se sont, comme qui dirait, réveillés et se sont dit que quelque chose n'allait peut-être pas dans cette histoire.
Lorsque la carrière ferme en 1985, elle contient encore 475 000 tonnes de déchets ensevelis de façon sommaire. Dans un premier temps, on sécurise la décharge, comme à Georgswerder. En 2005, on décide de son démantèlement complet, une opération de grande ampleur encore jamais tentée, rendue compliquée par le stockage chaotique des déchets. De la terre, puis du poison, puis encore de la terre, un peu comme une forêt noire. À chaque fois qu'on venait déverser des scories dans la décharge, un bulldozer passait dessus et tassait tout ça. Alors, je vous laisse imaginer. Et les fûts n'étaient en partie plus étanches. L'opération de démantèlement commence par la construction au-dessus de la décharge d'une gigantesque halle étanche. Voici l'homme responsable du chantier. Sa priorité, la protection des ouvriers et de la population environnante. Pénétrer à l'intérieur de la décharge revient à mettre les pieds dans un autre monde, sur une base lunaire ou dans un sous-marin. Nous parcourons les lieux, bien abrités à bord d'un gros engin à chenilles équipé d'un système d'approvisionnement en oxygène. Mais pourquoi fait-on ici ce que personne n'a encore fait ailleurs? Nous avions de nombreuses mesures de sécurisation à mettre en œuvre. La mise en place d'une station d'épuration, d'une installation de traitement de l'air. Toutes ces choses entraînent pour Kellyken des coûts d'exploitation d'environ 4 millions de francs suisses par an. Sauf qu'au-delà d'une période d'exploitation de 100 ou 200 ans, le démantèlement complet de la décharge revient moins cher que la conservation du site. Cet argument a beaucoup pesé dans la décision de procéder au démantèlement complet. Lors de l'excavation des déchets dangereux, 3 spécialistes sont toujours sur place. À bord d'un engin à chenilles blindées, ils examinent les déchets mis au jour par les pelleteuses, tentent de déterminer leur nature et indiquent aux pilotes dans quel conteneur les déposer. Le site de la décharge est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras thermiques, car certaines substances comme le magnésium peuvent s'enflammer spontanément. Lorsqu'on aura prouvé que l'assainissement a été un succès, on procédera également au démantèlement complet des halles. Et on pourra alors commencer le comblement de l'ancienne carrière de glaise désormais vide. L'objectif étant la renaturation du site en prairie herbeuse. Mais on ne pourra utiliser pour le comblement que du matériau de remblai propre. Ici, à Kellyken, aucune autre décharge n'est envisageable. Elle ne recevrait pas d'autorisation. Cela veut dire que l'exploitation de cette zone se limitera probablement au cours des 10 à 20 prochaines années à une utilisation agricole. Mais l'agriculture n'aura droit de cité que si on parvient véritablement à vider entièrement la décharge de son contenu et à la remblayer avec de la terre propre. Tel est l'ambitieux objectif de ce chantier de démantèlement dont la facture finale atteindra la somme gigantesque de 700 millions d'euros. Je suis contente qu'on retire tous ces déchets. C'est important pour notre nappe phréatique. Mais en même temps, ça m'inquiète, parce qu'on va les éliminer sur un autre site. Or, ce n'est pas sans risque. On pourra peut-être rendre certaines substances inoffensives, mais il restera des résidus, des scories, des poussières de filtrage qui sont toxiques. Les passer comme ça à quelqu'un d'autre, personnellement, ça m'inquiète. Le traitement des déchets excavés ne peut s'effectuer en Suisse qu'en partie seulement. Tous sont d'abord acheminés en train jusqu'à un centre de tri. Dans une station de lavage des sols, une partie de la terre contaminée peut être traitée. Les composés organiques conditionnés en fût sont expédiés en Allemagne, dans des usines d'incinération pour déchets dangereux. Mais que se passe-t-il avec les résidus qui résultent de ces processus ?
Marcos Buser est un spécialiste reconnu du traitement des déchets nucléaires et des déchets ultimes. Ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est stocker ces déchets dans la couche où nous vivons, c'est-à-dire, disons, les 100-200 mètres à partir de la surface. Les entreposer là, c'est s'exposer au risque qu'ils entrent dans le cycle de l'eau, puis se retrouvent dans le cycle biologique. C'est le point crucial à respecter. Si stocker des déchets ultimes en surface présente trop de risques, reste une solution, les enfouir sous terre. Pour voir cela, nous quittons la Suisse pour la France, toute proche, direction Wittelsheim, en Alsace. Ici, les déchets ultimes devaient disparaître pour toujours sous terre. Dans une ancienne mine de potasse, on avait soi-disant construit le centre d'enfouissement le plus moderne au monde. Le stockage débute en 1999. Mais en 2002, au bout de 3 ans d'exploitation seulement, le site ferme suite à un incendie souterrain. Des déchets toxiques se sont enflammés dans le bloc 15. Il faut 3 mois pour maîtriser totalement l'incendie. Et qu'en est-il des 44 000 tonnes de déchets ultimes déjà enfouis sous terre? La question reste sans réponse. La situation inquiète fortement les habitants de la région. Parmi eux, Étienne Chamic. L'homme a travaillé plus de 30 ans en tant que mineur sur le site, à l'époque où l'on extrayait encore de la potasse, avant l'arrivée des déchets. Il n'y a eu que 3 ans d'exploitation. Pendant 3 ans, on a enfoui les déchets. Mais ce qui était prévu, c'est que ça aurait dû durer des années. On aurait mis des centaines de milliers de tonnes de déchets là en dessous. Donc ça aurait été encore pire si l'incendie n'avait pas eu lieu, on aurait continué à stocker. Et donc ces déchets, c'est terrible, rien que d'y penser. Les inquiétudes portent avant tout sur l'eau de la région. Voilà, il y a de l'eau potable que nous utilisons, que j'espère que nos enfants et les générations futures pourront encore utiliser. Et nous n'avons pas le droit de les empoisonner. C'est quand même terrible que nous, on détruit la nature. Et ça, rien que ça vaut le coup de se battre. Yann Flory, professeur, est un autre de ces militants. Passionné de jardinage, cet homme est porte-parole du collectif Destocamine. Il faut quand même qu'on se révolte un peu pour que nous, mais nos enfants et ceux qui viendront après, aient des conditions de vie acceptables, puissent vivre sur cette planète. Sinon, alors c'est vrai que c'est des grands mots, la planète, il faut sauver la planète. Mais oui, je pense qu'on en est là. Il faut sérieusement prendre un virage et prendre en compte l'environnement, qui est quand même, comment dire, sans un environnement sain, on ne peut pas vivre sainement. On ne peut pas vivre du tout. Si rien n'est entrepris, voici le scénario catastrophe qui se profile à l'horizon. Le sel n'étant pas une roche dure, la mine se referme progressivement sur les alvéoles de stockage. Les fissures se forment dans la roche saline, par lesquelles s'infiltre l'eau provenant des couches supérieures ou des puits désaffectés de la mine. Sous la pression de la saumure, les fûts de stockage éclatent, laissant échapper leur contenu qui se mélange à l'eau. Un cocktail toxique de mercure, d'arsenic, de chrome, de nickel et de plomb se forme alors. Puis un jour, sous la pression des galeries qui rétrécissent, ce cocktail remonte à la surface avec des conséquences imprévisibles pour l'eau potable et la nappe phréatique. Les responsables du site ne contestent pas ce risque. Alain Rollet est président du conseil d'administration de Stocamine. On admet que, quelle que soit la qualité de la fermeture du stockage, eh bien, on retrouvera dans la nappe phréatique de la saumure polluée, mais on pourrait la retrouver dans 1000 ans. C'est l'hypothèse que nous on fait en ce qui concerne les barrages qu'on met en place, mais ça peut être dans 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, mais à un moment donné on la retrouvera. À partir du moment où vous avez
des polluants qui se retrouvent dans la nappe phréatique, eh bien vous estimez que vous aurez un impact sur les populations. Le mercure présente le plus gros risque. 50 tonnes environ de ce métal sont stockées à 500 mètres sous terre. Un problème de taille, car même des concentrations très faibles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. On connaît les conséquences. Cela affecte d'une part le développement cognitif des enfants en bas âge, qui se retrouvent perturbés dans leur comportement d'apprentissage. Mais cela affecte aussi les adultes, avec de graves dommages sur le système nerveux. Par exemple, la mémoire, le langage, comme je l'ai très bien démontré, sont touchés. Et on a même établi un lien de causalité avec des cas très graves de démence. Autrement dit, des concentrations anormales de mercure dans le cerveau peuvent causer tout un tas de perturbations du système nerveux. Au vu des risques pour les générations futures à Wittelsheim et dans les environs, les membres du collectif se rencontrent régulièrement pour discuter du traitement à appliquer aux déchets toxiques enfouis sous leurs pieds. Le problème est simple, c'est que si on laisse tout au fond, on a la certitude que tôt ou tard, l'eau de la nappe sera polluée. Ça, les experts l'ont dit, ils sont unanimes là-dessus. Alors, on n'est pas d'accord sur les dosages, sur les concentrations. Ok, ça c'est possible, mais personne ne peut le savoir. Ceux qui prédisent l'avenir pour 200 ans, ce sont des rigolos à notre avis, parce que, ou alors ils ont une boule de cristal et ils peuvent lire là-dedans ce qui se passera, mais à notre avis, personne, et tout expert honnête devrait dire, écoutez là, on est dans l'incertitude la plus totale. Donc, on ne veut pas risquer la pollution de la nappe par des éléments dangereux, parce que ceux qu'on a mis au fond, ce n'est pas des nougats ou des sucres d'orge, c'est vraiment du déchet très très toxique. Donc cela, on ne veut pas qu'ils remontent, et quelle que soit la dose ou la concentration qu'on nous annonce, nous on dit, pour être sûr d'éviter une pollution grave, on ressort tout, comme ça a été prévu. Moi, le meilleur scénario que j'avais proposé, c'est celui que j'ai proposé en 2011, c'est de ne rien déstocker du tout. Et puis de fermer le stockage, comme on le fait partout ailleurs. Parce que c'est une solution qui permet de préserver l'environnement, et c'est la solution qui, en termes de risque, présente le moins de risques, je dirais, pour la santé des opérateurs et des populations du très court terme ou très long terme. Donc d'un point de vue environnemental, c'est la meilleure solution, et d'un point de vue économique, c'est aussi la meilleure solution. Déstocker des déchets de stockamine pour les mettre dans une autre mine allemande qui présente grosso modo les mêmes qualités de protection vis-à-vis de l'environnement, eh bien c'est exporter le risque chez nos amis allemands. Mais en quoi le déstockage constituerait-il une exportation du risque? La position d'Alain Rollet révèle une différence fondamentale entre les points de vue français et allemands. En France, on part du principe que dans toutes les mines de sel, y compris les mines allemandes, l'eau finira un jour par pénétrer. Les spécialistes parlent d'ennoyage. Si effectivement l'ennoyage est partout inéluctable, le retrait des déchets de stockamine puis leur stockage outre-Rhin ne résoudra en rien le problème. Car ce n'est plus la nappe phréatique de Wittelsheim, mais celle d'une commune allemande qui sera un jour menacée. Mais est-ce réellement le cas? Toutes les anciennes mines de sel sont-elles promises à l'ennoyage et par conséquent inaptes à conserver pour toujours et en toute sécurité des déchets dangereux? Nous espérons trouver des réponses à ces questions à Erfa Neuro 2, le plus grand centre d'enfouissement pour déchets ultimes au monde. Depuis 1972, on entrepose dans cette ancienne mine de sel les résidus jugés trop dangereux pour un stockage en surface. Désormais, plus de 2 millions de tonnes de déchets ultimes y sont enfouis, soit presque 50 fois plus qu'à Stockamine. Nous nous trouvons actuellement à 700 mètres sous terre. Au-dessous de nous, nous avons à peu près 700 mètres de sel. Au-dessus aussi, et par-dessus, une couche d'argile d'une centaine de mètres d'épaisseur. Ces épaisses couches rocheuses autour des déchets font de Erfa Neuro 2 un site relativement sûr aux yeux des experts. La grande difficulté, propre toutefois à tous les sites de stockage, est la question de la sécurité à long terme.
Peut-on avoir l'assurance que dans plusieurs centaines de milliers d'années, les déchets dangereux seront toujours en lieu sûr et n'entreront jamais en contact avec l'eau? Les barrières qui sont au-dessus de nous, la roche saline, l'argile, ne sont pas sujettes aux fissures. Nous pouvons par conséquent assurer qu'une fois la chambre de stockage fermée, l'eau n'y pénétrera jamais. C'est intéressant car cela met en évidence une frontière politique, deux philosophies complètement différentes. Du côté français, il y a l'idée que toute mine finira tôt ou tard par avoir des infiltrations d'eau. Et du côté allemand, il y a la croyance que l'on peut rendre une mine étanche. Personnellement, je penche plutôt pour la position française. Je pense, au vu notamment des expériences dans le secteur du nucléaire, qu'il est extrêmement difficile de rendre une mine étanche à l'eau. Dans le secteur du nucléaire, la mine d'Asse, près de la commune de Remlingen, en Basse-Saxe, symbolise avec force l'échec d'un stockage souterrain. Dans cette ancienne mine de sel, on a stocké entre 1967 et 1978 des déchets faiblement et moyennement radioactifs. Sous terre, nous rencontrons Wolfram König, président de l'Office fédéral pour la protection contre les rayonnements. Cet office gère la mine depuis que les problèmes de stockage sont connus. Plus de 125 000 fûts et colis gerbés remplis de déchets radioactifs sont entreposés ici, répartis dans 13 chambres. Problème principal, les entrées d'eau. Environ 12 000 litres d'eau s'infiltrent actuellement chaque jour. Nous ne savons pas si, à long terme, la situation restera stable. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière la paroi. Nous pouvons simplement dire que cette eau vient de l'extérieur. Ces entrées d'eau ne sont pas alimentées par la nappe phréatique, mais bel et bien par une eau qui provient du dehors. Et jusqu'à présent, nous avons eu de la chance puisqu'apparemment, il y a à l'extérieur de la mine un goulet d'étranglement qui fonctionne comme un robinet, ce qui fait que nous avons pour le moment un flux très constant. Mais personne ne peut garantir que cette situation se maintiendra dans le temps. Mais l'expérience de la mine d'Asse permet-elle de tirer des conclusions pour les autres sites de stockage? Chaque site possède une géologie et une situation qui lui sont propres. À Asse, tout le sous-sol est troué comme du gruyère, ce qui n'est ni le cas à Erfaneure 2 ni à Stockamine. Malgré tout, il existe apparemment des points communs à toutes ces anciennes mines. L'objectif du stockage définitif, quelle que soit la substance, est d'isoler durablement les déchets de la biosphère. Or, il a été établi que les anciennes mines reconverties en centres de stockage finissent tôt ou tard par s'en noyer, c'est-à-dire que l'eau pénètre à l'intérieur. La question en suspens étant de savoir quand cela arrivera. Si le problème d'infiltration d'eau est effectivement appelé à affecter toutes les anciennes mines un jour ou l'autre, avec des risques incalculables pour les populations, la pratique actuelle du stockage souterrain doit être reconsidérée de toute urgence, car les déchets enfouis seront hautement toxiques ad vitam aeternam. Retour à Stockamine. Fin 2012, le gouvernement français a décidé le retrait partiel des déchets. Il est prévu que seules les substances les plus toxiques, comme le mercure, seront retirées de la mine. Les substances moins dangereuses pour la nappe phréatique doivent rester sous terre. Le bloc 15, particulièrement contaminé, n'est pas concerné par l'opération. Le retrait partiel à Stockamine n'apporte rien, parce qu'il reste encore de nombreuses substances toxiques entreposées sous terre, qui sont susceptibles de contaminer un jour ou l'autre la nappe phréatique. Il faut par conséquent procéder au retrait complet, et cela est possible. Tous les blocs, à l'exception du 15, peuvent être facilement déstockés. On peut également déstocker le bloc 15, j'en suis persuadé, à condition d'utiliser d'autres techniques et de n'envoyer les intervenants que dans un périmètre très restreint de la zone. Mais on peut tout à fait mettre au point un programme pour assainir le site relativement rapidement.
Le retrait partiel ne pourra vraisemblablement pas éviter le scénario catastrophe. Le stockage souterrain des déchets toxiques dans d'anciennes mines de sel ne semble donc pas offrir de solution viable à long terme. Il me semble plus intelligent de collecter les déchets des différents sites de stockage qui concentrent de petites quantités, de les rassembler sur un site, de les trier, puis de commencer à réfléchir à un moyen de les traiter et de les décontaminer sur place. C'est l'avenir. C'est la seule solution. Il ne faut surtout pas stocker ces déchets dangereux dans des cavités souterraines existantes et les laisser ainsi en héritage. Je pense que nous n'avons pas le droit de faire ça aux générations futures. Nous avons le devoir de traiter et de décontaminer ces déchets à nos frais, et non pas à celui des générations qui viendront après nous. Décontaminer. Ce mot nous conduit à l'avant-dernière étape de notre voyage. Zuurville, en Suisse, accueille une usine d'incinération de déchets. Moins grande que celle que nous avons visitée à Paris au début de notre enquête, elle aussi produit des poussières de filtrage particulièrement chargées en polluants. Sauf qu'ici, un homme a décidé de s'attaquer au problème. Markus Juchli, chimiste de formation, ouvre avec son usine une nouvelle voie. À première vue, le site ressemble point par point à une installation traditionnelle. Les déchets entrants sont chargés par un grappin dans un four où ils sont incinérés à une température comprise entre 800 et 1000 degrés. « 3000 tonnes de poussière de filtrage fortement chargée en métaux lourds sont ainsi générées par an. Sauf qu'elles ne terminent pas dans un centre de stockage définitif. Grâce à une technologie développée en Allemagne, Markus Juchli récupère une partie des métaux lourds qu'elles contiennent. Mais ce procédé coûteux est-il rentable ? La seule alternative à notre procédé, c'est le stockage définitif des poussières de filtrage. Or, le coût d'un tel stockage s'élève en Suisse aux alentours de 350 € la tonne. Ne pas y avoir recours, c'est autant d'argent économisé. Et puis, notre procédé permet de récupérer des matières premières. Le zinc s'échange actuellement sur le marché 1400 € la tonne. L'investissement sera par conséquent rentabilisé d'ici à peu près 8 ans. Au bout de ce procédé d'une grande complexité technique, on obtient des plaques de zinc de haute pureté. Le déchet est une matière première. C'est la seule issue possible. Et elle passe par le prix et la régulation. Il faut que le législateur protège et prenne en compte les intérêts des générations futures. Nous n'avons pas le droit de laisser cette pollution aux générations qui nous succéderont. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est précisément le point de vue adopté par une entreprise de Wädenswil, au bord du lac de Zurich. Fondée il y a près de 2 siècles, elle fabrique des tissus. Une partie de ces tissus de décoration, d'ameublement et de rideaux sont produits selon le principe du cradle to cradle, en français, du berceau au berceau. Cette nouvelle approche économique vise à concevoir des matériaux et des processus non polluants et recyclables le plus longtemps possible. Par exemple, des tissus biodégradables ou des matériaux qui purifient l'air ambiant. Le cradle to cradle ne produit aucun déchet ultime. Freddy Baummeller, le directeur de l'entreprise, a tout de suite été enthousiasmé par ce principe innovant. Je trouve que ce principe, qui consiste à concevoir des produits réutilisables à l'infini, quand on a soi-même des enfants, une famille, et qu'on sait les conséquences sur l'environnement, est un principe d'une grande force. Dans le cercle de nos clients, j'observe d'ailleurs des signaux qui vont dans ce sens. Cette idée est intégrée, on avance dans cette direction. Je pense que d'ici quelques années, nous fabriquerons la majeure partie de nos produits selon le principe du cradle to cradle.
Il existe déjà dans le monde des centaines de produits conçus selon ce principe. Un modeste début, mais aussi une lueur porteuse d'espoir. L'espoir qu'un monde sans déchets ultimes sera un jour possible. Mais encore faut-il que nous commencions par résoudre les problèmes existants posés par les rebuts dangereux de notre société de consommation. Cela veut dire ne plus tolérer de déchets ultimes dans d'anciennes mines de sel, sécuriser et démanteler les décharges en plein air dont l'état laisse à désirer. Cela veut aussi dire surveiller et interroger de façon critique les processus de traitement des déchets ultimes. Telles sont les missions qui nous attendent et auxquelles nous devons nous attaquer si nous voulons léguer aux générations futures une planète à peu près propre et préservée.